Les collections des diplômes souverains telles que celles qui sont conservées par le monastère du Moyen Âge italien représentent une occasion toute naturelle de faire revivre les dynamiques politiques, sociales et culturelles liées à la structure et à l'organisation des chancelleries et partant aux typologies graphiques et au contenu des rédactions écrites. Elle servait également stimulante pour les curiosités d'un historien de l'acte écrit et d'un historien de l'écriture, car associée aux problèmes concrets que peuvent poser certaines pièces, elles nous permettent de présenter des réflexions autour de concepts généraux précis, tels que le rôle du destinataire dans l'iter de production, l'objet et la valeur juridique de chaque précepte, le sens qui sous-tendent l'adoption d'une certaine écriture et pas d'une autre. Le corpus documentaire formé depuis le IXe siècle au monastère de Saint-Sisto de Plaisance n'est pas éloigné de ces perspectives de recherche. Il s'agit de l'un des plus importants monastères féminins du Regnum Italiae du début du Moyen Âge, fondé aux alentours de 874 par Angelberge, épouse de Louis II. La fondation du monastère n'était pas un simple acte de dévotion, car l'initiative impériale revêtit immédiatement une signification politique claire, marquant ainsi le destin de San Sisto dès ses origines. La fondation du monastère bâti un monastère à Plaisance pour Angelberge, revenait en fait à constituer une sorte de bastion religieux et familial dans une ville que le frère de l'impératrice Soupone II avait élu centre de la zone d'influence de sa famille. D'autre part, pour l'Empire, la présence d'une fondation monastique de cette nature et dans cette région signifiait la possibilité d'exercer une protection et un contrôle sur les communications entre les régions transalpines et le centre-nord de l'Italie, en tirant parti du site de Plaisance, lieu privilégié de confluences et de ramifications d'un réseau complexe de routes terrestres et de voies navigables. Ainsi, San Sisto fut immédiatement un monastère puissant, doté d'un patrimoine remarquable qui s'étendait de la Méditerranée à la plaine du Pô, et qui avait été formé en principe grâce aux legs de la même Angelberge, puis grâce à des donations et des confirmations impériales demandées par l'impératrice en personne, et enfin grâce à l'acquisition d'autres biens parvenus à San Sisto au fil du temps avec les munimina correspondants. Tous ces événements patrimoniaux sont bien représentés dans les diplômes les plus anciens provenant des archives du monastère et maintenant conservés all'Archivio di Stato di Parma et à l'Archivio di Stato di Cremona, aux archives d'État de Parme et aux archives d'État de Cremona. Il constitue un fonds documentaire d'un intérêt extrême si l'on considère que les archives italiennes de l'époque carolingienne conservent un grand nombre d'actes privés, alors que les documents publics au sens large représentent un pourcentage inférieur. Pour San Sisto, en revanche, on ne connaît que 10 cartule, actes privés, alors que les precepta conservés sont au nombre de 32, de surcroît répartis de manière homogène tout au long du IXe siècle. C'est peut-être aussi pour cette raison qu'ils ont éveillé d'abord mon intérêt jusqu'à leur publication dans la deuxième série de Carte latine antiquiores. Mais la collection, et en particulier les actes de Louis II qui y figurent, avait déjà suscité l'intérêt de nombreux diplomatistes du siècle dernier, tels que Engelbert Mühlbacher, Gudula von Polnitzker et plus tard Herbert Zielinski et Konrad Wanner. Ce dernier a dirigé l'édition critique pour le Monumenta Germania Historica. De temps en temps, chacun a formulé son propre jugement sur les exemplaires les plus problématiques, original, copie, faux,
en réfutant la solution proposée par ses prédécesseurs sans pour autant faire des propositions décisives. Cela n'est pas mon intention, le temps dont je dispose ne me le permet de toute façon pas, mais malgré cela, je pense qu'il est utile de revenir sur la question pour démontrer la nécessité d'une extrême prudence dans la formulation d'un jugement dès que l'on aborde des pratiques documentaires incomplètement normalisées et en voie de formation et de développement. De fait, il est maintenant bien établi que sous le règne de Louis II en Italie, et particulièrement au cours de la dernière décennie du règne, parallèlement aux expéditions impériales dans le sud de l'Italie, la chancellerie n'était guère organisée de manière rigide et bureaucratique. C'est la thèse qu'ont soutenue Henri Breslau et plus récemment Herbert Zilinski, avec une certaine dose de bon sens se référant à l'escatocole de ce diplôme, où la déclaration du recognitor est présentée comme intervenue sur ordre de l'empereur, on dit iussu imperatoris, et non pas à la place, ad vicem, d'un quelconque officier responsable de la chancellerie. La formule est l'un des signes de l'affirmation progressive d'une structure souhaitée par l'empereur lui-même, où se remarque un personnel nouveau. Pour la plupart des ecclésiastiques de cour qui n'avaient pas encore acquis les compétences et l'aptitude à reproduire dans les actes de formes graphiques et un marquage, si je peux dire, porteur d'authentification, toujours dessiné de la même façon comme le voudrait une Kanzlei-Mäßigkeit plus consolidée. À ce scénario devraient être associées d'autres exigences que l'on peut reconnaître dans le premier diplôme de San Sisto, en date du 13 octobre 874, et par lequel Louis II accordait à Angelberge la construction du monastère à l'endroit qu'elle voulait à l'intérieur des murs de la ville de Plaisance. Le diplôme est conservé en 2 exemplaires, numéro 17 et 18 de l'édition de Carte Latine Antiquiores, identiques pour ce qui est du dictamen, à l'exception d'une variante relative au site où le monastère serait construit. Elle est plus détaillée dans le numéro 17, avec sa référence à la mansione supponis illustris comitis, frère de l'impératrice. La plupart des diplomatistes considèrent le second acte, le numéro 18, comme un original, tandis qu'une incertitude plus grande pèse sur le premier, le numéro 17, qui a amené Konrad Wanner à juger le préceptum comme faux, élevant des soupçons sur l'autographie du monogramme et sur des bizarreries codicologiques, pour ainsi dire, par exemple la présence de lignes de justification que l'on retrouverait aussi dans d'autres originaux suspects pour San Sisto. Les 2 actes sont certes composés par 2 mains différentes, et les 2 écritures présentent toutes les caractéristiques graphiques typiques des minuscules diplomatiques de la seconde moitié du IXe siècle. Quelques différences plus importantes peuvent être observées dans l'escatocole. Le diplôme numéro 17 est reconnu par un certain Gauginus et sa recognitio s'ouvre par un signum plus incertain dans l'exécution, comme s'il était une imitation maladroite de celui du numéro 18. On note aussi, au chapitre des spécificités, de S plus haute sur la ligne, la forme particulière de la ligature et, tous traits également absents de l'acte plus évidemment original. En outre, il ne faut pas oublier que même si elle a été annoncée dans les 2 corroborationes, la boule de plomb de Louis II est appendue au signum recognitionis du numéro 17. C'est un exemplaire inhabituel, non autrement attesté
est apparemment tombé de l'acte numéro 18, sur lequel il aurait pu être appliqué dans la même position. Nombre d'éléments formels contribuent donc à l'évaluation et rendent hasardeux de dire que le numéro 17 est en faute dans toute la force du mot, comme le souhaiterait Banner. Au contraire, ils rendent plausible l'hypothèse déjà avancée par Mühlbacher et Zielinski dans le second original nécessaire au monastère qui peut-être, avant de recevoir l'exemplaire remis à Angelberge, préférait conserver son propre diplôme, un exemplaire où les limites du bâtiment seraient énoncées avec plus de précision, rappelant les liens du sang de son fondateur. Cette hypothèse est comme la clé de l'interprétation d'autres diplômes, notamment la confirmation de tous les biens détenus par Angelberge, délivrée en juin 870, et elle aussi établie par un scribe attesté dans les 2 dernières décennies du IXe siècle. Pour certains diplomatistes, il s'agirait d'un original suspect ou d'une copie du Xe siècle. Tous du jugement prononcé sur la base des constatations éparses, exagération de l'amende prévue dans la sanction, absence du chrismon en ouverture, datation dépourvue de la clause Christo propitio, forme particulière du monogramme. Mais l'on s'est moins penché sur l'aspect graphique du test, où l'on note les formes caractéristiques prises par la boucle de certaines lettres, D et Q par exemple, presque comme s'il s'agissait de formes bilobées quand ils sont en majuscule ou insérés entre les lettres élongate, comme ici. Et on note aussi la présence occasionnelle d'un A issu de la Caroline. Or, toutes ces formes figurent déjà dans les diplômes de Louis II, bien qu'elles soient plus fréquentes vers les 20 dernières années du IXe siècle. Soutenus par d'autres préceptes du même empereur, originaux sans doute, et où manque le chrismon d'ouverture et le Christo propizio de la date, l'analyse paléographique permettrait elle aussi de les tenir pour un original et, en allant plus loin, de supposer un écart temporel entre le moment de l'action et celui de la documentation, un sujet important pour les diplomatistes depuis Julius Ficker, admettant la possibilité d'une rédaction matérielle faite quelque temps après la date indiquée, peut-être sous le règne de Béranger Ier, dont découleraient les particularités graphiques et le montant de la peine pécuniaire. En résumé, face à des documents douteux pouvant recevoir leur date au moment déclaré de la production ou peu de temps après, une extrême prudence s'impose et l'on doit réfléchir à la possibilité concrète d'une composition différée d'originaux. De cela témoigne encore un diplôme de Louis II, l'acte de 866, qui consigne la donation faite à Angelberge de quelques courtes. Dans ce cas, je ne serai pas de l'avis de Mühlbacher, Zielinski et Wanner qui pensent à une copie figurée contemporaine ou de peu postérieure, mais je penserai plutôt à un original, comme le voulait Gudila von Polnitzker, car l'assignatio, qui n'est pas en littère élongate, et le monogramme allongé vers le haut, mais avec un trait en moins, sont attestés dans d'autres diplômes originaux de Louis II. Les documents présentent ensuite une recognitio au nom de Gauginus, encore une fois, différente de celle de 2 précepta de 874 dont nous sommes partis, non seulement parce qu'elle ne comporte aucun signe final, mais aussi parce qu'elle est extrêmement bien conçue et exécutée, très probablement de la même main que le texte. Une main qui par ailleurs est fortement semblable, presque identique, à celle qui a composé le numéro 18 des cartes latines antiquaires,
avec laquelle elle partage par exemple l'utilisation de certains groupes de lettres, tels que la conjonction est en ligature ou non, et les signes génériques sous la forme d'un nœud, mais avec un trait brisé. Ce qui est certain, c'est que ni Engelberg ni les religieuses de San Sisto, en possession de l'original ou pouvant compter sur l'attitude bienveillante de plus d'un empereur, n'auraient eu de bonnes raisons de fabriquer des faux à des fins frauduleuses. Au contraire, il semble plus réaliste de penser que l'impératrice et le monastère ont nourri le désir et le souci de préserver et de garantir leur patrimoine, en rassemblant tous les diplômes qui asseyaient leur légitimité. Des préceptes originaux, établis à tout moment, mais souvent à la merci du temps qui manque, et menacés par des événements extérieurs tragiques tels que l'irruptio paganorum et la destruction conséquente de quedam precepta ac instrumenta cartarum, évoqués par la célèbre petitio de l'abbesse Adelberge dans les diplômes de confirmation du roi Béranger de 905. Cela me conduit à penser que le même monial aurait pu entreprendre, à côté de la production de diplômes pour des actions précédemment réalisées sous une forme différente de celle qui avait été confiée à l'écriture, une opération simultanée de doublage d'autres pagines, presque contemporaines de l'émission de l'original, réalisées par elle seule ou peut-être même avec l'aide du personnel de la chancellerie soucieux d'aider l'impératrice veuve et le monastère impérial. Si l'on continue à examiner les formes des diplômes de San Sisto, il faut considérer la question de caractère interne de ces documents, sur lesquels beaucoup de diplomatistes sont déjà intervenus et sur lesquels je n'ai rien à ajouter. Au lieu de cela, il serait peut-être plus intéressant de réfléchir aux raisons pour lesquelles ces actes ont été établis et donc à leur fonction juridique. Cela ne signifie nullement que l'on néglige leur fonction dispositive, évoquée à maintes reprises dans les diplômes, lorsque l'empereur déclare de donner, concéder ou confirmer les biens par l'acte. Elle semble prévaloir au Xe siècle environ, alors que, à lire attentivement les textes et à les mettre en relation avec le système juridique dans lequel ils ont été produits, on perçoit que dans la période précédente, la fonction dispositive cohabite avec un autre type de fonction, un peu moins connue. À cet égard, la corroboratio du preceptum de confirmation pour Engelberg délivré par Charles III le 23 mars 880 est exemplaire. Vous pouvez la lire à l'écran. Rien de particulier si on ramène le texte au milieu juridique et culturel de provenance de l'acte et qui a été pénétré par un fort syncrétisme juridique entre la romanité et le germanisme, entre un monde où l'écriture documentaire était l'une des pierres angulaires de son système de négociation, et un monde qui reposait encore sur un système où les actes juridiques étaient accomplis sous forme orale par des rites et des symboles. Cette phrase revêt alors toute son importance en signalant que, en vue de la plenior firmitas d'un concessio et confirmatio impérial, évidemment déjà achevé, qui sait par quelle cérémonie, l'empereur donne mandat en premier lieu de rédiger l'acte, qui acquiert donc une fonction confirmative ou reproductive, établie lorsque la volonté de l'auteur s'est déjà manifestée de manière appropriée, par exemple par l'oralité ou le symbolisme, mais est également répétée par l'écrit. Les souverains carolingiens participent pleinement à ces syncrétismes.
Il n'aurait pu en être autrement. Ils ont été les continuateurs du Grand Empire romain et donc aussi du filon d'actes publics qui en est issu grâce à la médiation des Mérovingiens. Mais dans le même temps, leur formation et leur culture procédaient de la réalité transalpine profondément germanisée dont ils connaissaient parfaitement les traditions juridiques. Des traces de cette conjonction sont disséminées dans les actes écrits de l'époque et pourraient également être reconnues dans les diplômes de Louis le Germanique du 19 juillet 876. À nouveau une confirmation par Angelberg et de nouveau à l'écran. Cette fois, vous voyez une promulgation, c'est une promulgation répétée. Il y a une autre au début du diplôme, composée par des verbes conjugués au présent, volumus, cognoscant, qui introduit la disposition composée par des verbes conjugués au passé, concessimus et confirmamus. Elle suggère la même succession de l'acte juridique souverain achevé indépendamment de l'acte écrit qui est établi pour le corroborer et pour le publier seulement par la suite. L'existence d'une fonction confirmative nous permet d'aborder l'un des plus célèbres diplômes du fond de San Sisto avec plus de nuances et de résoudre certaines incohérences apparentes. C'est le très controversé Dotalicium de Louis II pour Angelberg, donné à Marengo le 5 octobre 860, que vous avez reproduit ici. Comme chacun le sait, quoique datant de 860 à l'origine, le diplôme présente deux interpolations par entourage de l'année de règne et de l'indiction bien visible et presque contemporaine, pratiquée à la seule fin d'attribuer le préceptum à l'année 851. Il n'a été écrit qu'en 860 si on considère que la souscription et la formule de date présentent la formulation typique des diplômes délivrés par Louis II après 855, époque de la mort de son père Lothaire Ier. Mais comment expliquer l'interpolation? Certains savants ont supposé que l'intervention visait à légitimer une relation conjugale qui, en 860, n'en était pas à ses débuts, comme l'acte de donation en guise de dot le suggère, mais elle a été plus que consolidée par la naissance de deux filles. La simple lecture du texte confirme l'hypothèse en suggérant toutefois une explication plus convaincante. En effet, le texte du Dotalicium, après la notification habituelle en premier verbe, dotamus, montre une phrase similaire à la corroboratio de Charles III par laquelle on a commencé, mais plus significative parce qu'elle est suivie par la description précise des propriétés dotales. Vous pouvez la voir à l'écran toujours. Rien n'empêche donc de supposer que l'acte a été établi effectivement à Marengo en 860, mais que Louis II a accompli l'action juridique plus tôt, peut-être seulement en 851, Juxta legem Francorum, c'est-à-dire conformément aux lois et pratiques juridiques de sa gens, de son lignage, pour qui l'union conjugale et donc la descendance n'était légitimée que par la constitution de la DOS, qui cependant, selon certaines formes plus influencées par les usages documentaires romains, a également été mise par écrit. Il est donc plausible que quelques années plus tard, au 860, avec la naissance des filles et au moment où Angelberg a commencé à poser les jalons d'un patrimoine personnel, on a décidé, ou l'impératrice elle-même a demandé, d'écrire le précepte en sorte que le Dotalicium fût pleinement efficace
et futuris temporibus firmum et stabile, garantissant ainsi une succession légitime pour les droits et la coutume. Mais un système juridique composite qui génère une pratique en constante recherche de certitude n'impliquait pas nécessairement la reconnaissance de la pleine efficacité juridique de l'acte écrit, mais plutôt de sa qualité de pièce ajoutée à un dispositif préexistant, miroir de ce temps troublé dans lequel des motifs juridiques de dérivation romaine et de dérivation germanique cherchaient une synthèse définitive. Et la preuve en est encore une fois un diplôme de San Sisto de la seconde moitié du IXe siècle, par lequel, en 864, Louis II faisait don à Agilberge de la Curtis de Guastalla. Le preceptum a été suivi un peu plus de 20 jours après d'un breve recordationis établi par un notaire à Guastalla afin d'attester la tradition de la res accomplie sur place, sur la res elle-même, par columna de casa. Le transfert a été réalisé par l'évêque de Modène, missus et représentant de l'empereur, dans les mains d'un famulus d'Angilberge, agissant pour sa domina. Mais pourquoi un diplôme de la chancellerie impériale ne suffit-il pas à garantir les droits d'Angilberge? Pourquoi procède-t-on à la tradition? On peut trouver une réponse à cette question dans le système juridique de l'époque, dépourvu de garanties juridiques tangibles, où ce double transfert, l'octroi d'un bien et la tradition suivante, est bien connu pour les domaines privés, en particulier dans la région lombardo-padane. Dans ces domaines, en effet, dans la seconde moitié du IXe siècle, la pratique de réaliser des transferts patrimoniaux comme les ventes ou les donations de façon germanique avait prévalu chaque fois qu'on déclarait l'origine transalpine de l'auteur de l'acte juridique ou son observance de la loi germanique. Pour mieux dire, en premier lieu, on procédait selon le système romain lombard, c'est-à-dire par l'écriture d'une cartula, d'un acte privé, puis selon le système germanique, c'est-à-dire par un transfert par tradition des symboles, mot de terre, couteau, fustis, columna de casa, etc., pour accomplir le même acte juridique à la façon du peuple transalpin. La tradition était à son tour attestée par écrit en utilisant la forme documentaire de la notizia ou breve. À l'évidence, le diplôme de Louis II n'échappe pas à cette dynamique, en dépit de ses origines et des formes solennelles de sa validation. Il est alors possible que la même Angilberge, italique mais descendant d'un lignage transalpin, ne se soit pas senti tout à fait légalement protégé par les diplômes produits dans sa propre chancellerie, mais préféra que l'acte juridique se réalisât aussi à la manière germanique, selon un rite qu'il était prudent de coucher par écrit. À ce stade, il ne reste qu'à traiter de manière plus systématique une dernière question, relative au caractère externe du diplôme, parmi lesquels la typologie graphique adoptée a une importance tout autre que secondaire. C'est là que l'historien de l'écriture intervient, en n'oubliant pas que dans le domaine des actes écrits, l'écriture est la première forme distinctive d'un texte et que, en tant que telle, son adoption participe à la formation et à l'établissement d'un modèle et à sa validation. En ce sens, le 32 diplômes carolingiens de San Sisto offrent des perspectives intéressantes grâce à leur continuité chronologique, que j'ai évoquée au début,
et qui nous permettent de reconstruire le panorama graphique de chancellerie impériale du IXe siècle et leur évolution dans une ligne presque ininterrompue de la preuve la plus ancienne voulue par Louis le Pieux et son fils Lothaire jusqu'au plus récente de l'empereur Arnoul et du roi Bérenger. Pour restituer ce panorama, j'ai choisi de commencer par les plus anciens diplômes conservés, les diplômes de juillet 826 de Louis le Pieux et Lothaire Ier, par lequel les deux empereurs octroyaient quelques mansi à Boson, commes de Biella, dans le Piémont, et recevaient en échange 8 mansi dans les Pays-Bas. Le grossator qui a écrit le Preceptum s'est servi d'une écriture diplomatique résultat du compromis entre l'écriture mérovingienne et la minuscule caroline, comme l'a dit Giorgio Cencetti. Elle se place à la suite d'une évolution graphique naturelle de forme de la chancellerie mérovingienne, un modèle de référence du temps de Charlemagne. C'est une écriture très élégante qui se distingue par des lettres renvoyantes directement au système graphique mérovingien, justement, A ouvert, B avec un trait horizontal à la droite de lampe, C tantôt bas, tantôt avec une sorte de crête, O avec une sorte de sommet au-dessus, surtout en ligature. C'est une écriture qui se distingue aussi par des ligatures typiquement cursives, par exemple toutes les ligatures du R avec la lettre suivante, qui s'accompagnent à des ligatures artificieuses surmodulées pour la conjonction et, par exemple quand elle se trouve au début d'une partie de l'acte. Un peu plus de 10 ans après, à Pavie, le 4 mai 839, l'empereur Lothaire octroyait à son tour à son fidelis Serembertus une curtis près de Asti, encore une fois en Piémont. L'acte est écrit par le scribe Dructemirus Bö, selon l'identification proposée par Theodor Schiffer, avec une écriture diplomatique qui, par rapport au diplôme de 826, en constitue le stade suivant. Le modèle mérovingien n'est que partiellement suivi en ce qui concerne sa cursivité, mais l'écriture présente encore quelques éléments dérivés, réalisés à la plume souple qui donne à la pagina un aspect harmonieux. Le module est agrandi, les courbes sont arrondies, les ampes sont entendues vers le haut jusqu'à dépasser quelquefois la ligne au-dessus et sont repliées vers droite. Les traits descendants sont plus courts. Parmi les lettres, il y a le B, quelquefois qui perd le trait horizontal vers la droite, le C qui est formé de deux courbes surposées, la courbe supérieure étant artificielle et plus ou moins développée, le E a une forme cursive, le R est écrit sur la ligne, mais s'il est en ligature avec un T qui le suit, il est prolongé vers le bas et prend une forme pointue. Les ligatures les plus remarquables sont celles qui sont typiques de l'époque et qui doivent encore beaucoup au modèle cursif, le et, mais surtout le SP qui est en forme, une sorte de A de pique. Et dans le SQ, le Q est remarquable avec la boucle ouverte. Au-delà de cette description détaillée, les formes graphiques ne peuvent être interprétées de façon correcte qu'en tenant compte du caractère diplomatique de l'écriture de l'acte écrit. Si l'on admet en fait que l'écriture est une forme de marquage et de validation de l'acte souverain, on peut mieux comprendre la réticence à mener à bien un modèle consolidé en tant que tel. L'abandon soudain de l'écriture typique du diplôme de chancellerie aurait pu avoir des conséquences graves pour la validité même de l'acte. En effet,
Le compromis mentionné par Cencetti se serait résolu pleinement en faveur de formes relevant clairement de la seule Caroline uniquement dans les datationes, sur la dernière ligne des diplômes, même si des signes significatifs proviennent des actes de Louis II, empereur qui était resté en Italie plus que d'autres. Comme je l'ai dit, un personnel nouveau travaillait dans sa chancellerie. Nous connaissons Adalbertus, Leodoinus, Adalgisus, Giselbertus et beaucoup d'autres, peut-être de formation italique. Certains d'entre eux ne restèrent totalement indifférents à l'évolution en cours et réinterprétèrent pour cela la matrice cursive sous-tendue à la minuscule, qui acquit ainsi une plus grande régularité dans la mise en page et renonça définitivement à des lettres du type mérovingien, plus typiques que d'autres. On en voit un bon exemple avec un diplôme que nous avons déjà cité, le Dottalicium d'Angelberga. Le Dottalicium a été produit par le chancelier Adalbertus, qui montre en fait les soucis de réinterpréter l'origine corsive de sa minuscule. Elle acquiert ainsi une plus grande régularité et arrondie calligraphique et renonce définitivement à des lettres comme le B avec les traits à droite ou le C en forme de deux courbes surposées. Adalbertus compose une écriture diplomatique décontractée et élégante, où l'art de la chancellerie que l'on peut voir dans les ampes allongées jusqu'à la ligne supérieure est ici souligné par un fort ploiement à droite. On voit quelques petites innovations. Le A, en conservant une forme cursive, est formé par deux C juxtaposés. Le C n'a plus une crête, mais plutôt un second trait mince du complément. Le F, particulièrement recherché, renoué sur lui-même pour connecter l'extrémité supérieure au trait horizontal en bas. Le T peut avoir la boucle sous la gauche, mais aussi la traverse droite. L'utilisation des ligatures est limitée aux classiques ST et ST, ligatures à ponte, comme on dit en italien, qui sont très rondes, et à la ligature tout aussi classique par la conjonction et. Le panorama se modifia de manière sensible avec la mort sans descendant de Louis II, lorsque les deux blocs politiques reconnus par le traité de Verdun, pour simplifier le français et l'allemand, revendiquèrent tous deux la couronne impériale, étroitement liée à celle d'Italie. Le conflit qui en a résulté a également eu des conséquences importantes de notre point de vue, car les deux blocs recouvraient aussi deux réalités graphiques différentes, déjà reconnues par Paul Kert, dont la première relevait des chancelleries des souverains de la Francie occidentale ou de Lotharingie, où tout au long du siècle, on était resté fidèle à la minuscule des dérivations mérovingiennes. Encore une fois, nous en avons une preuve parmi les diplômes de San Sisto, mais je m'excuse ici, je n'ai pas la photo. Il y a un cancellarius, Grimbladus, qui travaille au service de Lothaire II, le roi de Lotharingie, à côté de la partie française de l'Empire, et pas seulement du point de vue géographique. Et Grimbladus écrivit un préceptum de Lothaire II en 866 avec une écriture diplomatique savamment réalisée et encore fidèle au modèle mérovingien. Et de la même façon, pour la Francie occidentale, parmi de nombreux exemples, voici le diplôme de donation de Charles Chauve du 4 septembre 876. Ici, la première impression est une sorte de déjà-vu. Du fait de l'aspect archaïque, pour ainsi dire, de la page dans son ensemble, très proche
des diplômes de Louis le Pieux, de Lothaire Ier, où nous retrouvons nombre de formes déjà notées. L'artifice de chancellerie est plus évident dans les astes très allongés et pliés à droite, mais par exemple, la ligature haute pour la conjonction et est presque la même si le te est renversé chaque fois qu'il est lié avec la lettre précédente. La seconde réalité graphique est celle qui s'exprime dans le milieu d'écriture proche des souverains en orientali Francia, en Francie orientale, où, selon la tradition des études de paléographie, aurait été élaborée l'écriture diplomatique par excellence, entièrement orientée vers la Caroline, et dont Eberhardus, notaire à la chancellerie de Louis le Germanique, aurait été responsable. En les regardant de plus près, cependant, l'image qui s'y dégage des diplômes de San Sisto établis après la mort de Louis II au nom des empereurs d'origine allemande, comme l'on verra, est différente et dénote plutôt un faible apport de forme caroline, au moins dans cette première phase, et au contraire, une reprise appuyée de l'ancienne veine cursive, revitalisée et débarrassée de tout héritage mérovingien, remplacée, comme il était plus naturel, par des caractères et des artifices répandus depuis le début du siècle dans les territoires rético-alémaniques, clairement visible, par exemple, dans le se, le o, le peu, avec des sortes de crêtes et de pointes minces et flottantes, dans le f et le s avec les traits écartés, ou dans la A cursif et plus arrondi, souvent fermée à sa partie supérieure avec un trait, selon un modèle sémioncial, ou enfin dans le te avec une grande boucle reposant sur la ligne. On retrouve ces particularités, par exemple, dans une donation pro anima faite au monastère de Saint-Gall en 807, où domine un certain goût pour la pointe, dans le R, dans la boucle de peu, et on retrouve ces particularités aussi dans 100 fragments du cartulaire du monastère de Saint-Jean de Münster, en Suisse actuelle, de la fin du 8e et début du 9e siècle, où l'on voit un A en forme de se arrondi jusqu'à fermer la boucle et un te avec une ronde boucle à la gauche sur la ligne. C'est vrai, il s'agit là d'exemplaires plus anciens que les diplômes de la seconde moitié du IXe siècle, mais le phénomène relevé dans la région orientale de l'Empire fut le même que celui qui se laisse observer dans la région occidentale. La fin de l'Empire unitaire coïncida avec la fin de l'écriture unitaire pour ces actes publics, et chaque région revint à ses propres traditions graphiques, à ses origines. Et si la couronne de l'Empire carolingien devenait la prérogative des souverains allemands, qui ne dépassaient que rarement les Alpes et pendant de courtes périodes, il était inévitable que la minuscule rético-alémanique inspira un nouveau compromis dont devait se dégager l'écriture typique des diplômes des 20 dernières années du IXe siècle, nouvelle forme de marquage des actes impériaux. Il n'est donc pas étonnant que cette écriture ait été utilisée par des préceptes impériaux accordés à Angelberge, devenue veuve en 875, par Louis le Germanique, Carloman de Bavière, Charles III le Gros, avec des réalisations de grande valeur comme les diplômes que vous voyez ici, de Charles III le Gros pour Angelberge, de Mar 880, déjà cité, réalisé par Ernustus, qui venait du monastère de la Reichenau. Ernustus emploie une écriture diplomatique harmonieuse, bien définie dans son développement extrême des hampes hautes, minces, souvent en deux traits,
et pliée à droite au point de devenir presque parallèle à la ligne d'écriture, qui correspondent à la queue du jeu, aux traits en bas du P et du Q d'apparence similaire, pliés à gauche et renoués. À côté de cela, on observe un savant mélange de formes cursives qui proviennent de la minuscule rético-alémanique et de formes minuscules, typiques du système de la Caroline, dominant à l'extérieur de la chancellerie, qui peut être ceci un A qui reste ouvert mais devient plus arrondi, un E qui est tantôt haut et droit avec le premier trait de base ronde, tantôt de forme semi-onciale et alors se réaligne sur le corps des autres lettres, le F et le S avec les traits écartés, le O et le P avec une boucle qui semble une pointe au-dessus. L'on est donc ici face à un nouveau compromis d'écriture, une nouvelle typologie graphique qui s'impose, comme je l'ai dit, et qui se fixe comme une nouvelle forme de validation des actes impériaux. En conséquence, elle devient aussi l'écriture adoptée par la chancellerie des empereurs qui ont régné d'abord après les Carolingiens, dans les diplômes de San Sisto, bien représentés par Arnoul, empereur allemand, et par Bérenger Ier, roi d'Italie, italianissimo, de gens italiques, et empereur au début du Xe siècle. Bérenger Ier, dans son premier diplôme de mai 888, confirma à Angilberge à San Sisto tous les biens qui leur avaient été attribués auparavant. Son diplôme a été établi par un grossator identifié par Luigi Schiaparelli comme Pietro A, Pierre A, vraisemblablement italique lui-même, mais néanmoins auteur d'une écriture diplomatique dégagée calligraphique, descendant de celle de Berardus et utilisant par conséquence la même mélange, le même compromis d'écriture de marque rético-alémanique, quelque peu atténué par l'apport et l'influence de la Caroline. Le se à crête haute et sinueuse, le E est cursif mais aligné sur le corps des autres lettres. Le O et le P ont crête et pointe mince et flottante aussi. Le R est petit et ne se prolonge jamais sous la ligne sur laquelle repose la grande boucle du T. Il y aurait bien d'autres thèmes à aborder, mais il est temps de terminer. J'espère avoir été clair, avoir démontré que la collection des diplômes de San Sisto de dimension modeste est une source importante pas seulement pour mieux comprendre le Moyen Âge italien, mais plus généralement pour mieux comprendre le genre diplomatique du diplôme carolingien. Et encore une fois, en général, j'espère avoir démontré que la complexité des actes écrits ne peut être pleinement comprise que si les compétences du diplomatiste sont combinées à celles du paléographe, supprimant ainsi les barrières construites au cours des dernières décennies, du moins en Italie. Merci.